Depuis les vastes greniers baignés de lumière jusqu'aux fondations sombres et oubliées, la maison abrite une myriade de peuples, chacun portant en lui les cicatrices, les espoirs et les secrets d'un monde minuscule et pourtant immense. Après avoir découvert le monde des fées, il est temps de plonger dans l'univers des Bogarts. Sauvages pour certains, indomptables pour d'autres, ils sont le souvenir vivant de la maison. On les accuse de bien des maux, mais rarement prend-on le temps de les comprendre. Aujourd'hui, dans ce second chapitre de notre exploration du monde d'Household, je vous invite à découvrir le vrai visage des Bogarts, leur histoire, leur lutte, leur culture, leur fierté. Les Bogarts sont l'un des peuples les plus marquants de la maison. Longtemps persécutés, ils ont connu l'exil, la survie dans les ronces, puis le retour triomphal au cœur du foyer, leur patrie ancestrale. Leur histoire moderne est indissociable de la famille Earthworth, une lignée de leaders charismatiques dont le pouvoir se transmet de père en fils, comme dans une monarchie, même si officiellement le gouverneur est élu par le peuple. Le fondateur, Benjamin Big Ben Earthworth, a été le premier Littling à découvrir que le maître et sa famille avaient disparu. Sa devise : nous attendons. Il est devenu un guide spirituel dans les heures sombres. Son fils, William Walnut Earthworth, a mené les Bogarts en exil et fondé un refuge dans les ronces. Puis vint Benjamin William Earthworth, dit Lakeland. Héros tragique de la guerre de la maison, il a permis le retour des Bogarts, signé la paix avec les fées et sacrifié bois et alliés pour raviver la flamme du foyer. Aujourd'hui, son fils, Bravépine, règne. Gouverneur, général, juge suprême, représentant au Haut Conseil, Bravépine cumule les titres et responsabilités. Il incarne le pouvoir absolu, tout en menant secrètement des missions contre les rebelles qui menacent le foyer. Mais derrière ce pouvoir se cache une réalité plus complexe. Bravépine s'appuie sur une assemblée de chanceliers, véritables détenteurs de l'autorité dans l'ombre. Les Bogarts ont traversé l'exil, la guerre et les sacrifices. Leur histoire est celle d'un peuple résilient, mené par une dynastie à la fois héroïque, imparfaite et profondément liée à l'âme du foyer. Au cœur de la capitale, Walford, se dresse la Tour des Ciseaux, un mémorial de guerre mais aussi le centre du pouvoir. C'est ici que chanceliers, ministres et généraux se réunissent pour gouverner. Les chanceliers sont des figures majeures, élus par leur parti, ils dirigent les ministères, éducation, commerce, sécurité, et apposent eux-mêmes le sceau officiel du foyer. Ils portent une cocarde, verte pour les libéraux, blanche pour les conservateurs, et leur salaire énorme, au point de provoquer la colère de groupes révolutionnaires comme l'Union. Parmi eux, deux figures clés, George Dillon Cole, libéral et président du Conseil, et Martha Winter, conservatrice inflexible surnommée la Dame de Fer. Pour gérer ce petit monde, le foyer est divisé en 4 comtés. Walfordshire, la capitale, siège du gouvernement et des chevaliers de la cendre. Carpetshire, le cœur logistique et géographique de la nation. Bookshelfshire, région de montagne et d'air pur, idéale pour la retraite. Dorshire, frontière extérieure et garde-manger grâce à ses élevages de souris. Chaque comté est dirigé par un gouverneur élu et dans chaque grande ville, un maire fait le lien entre le peuple et les hautes sphères. Mention spéciale à Noam Flanagan, maire érudit de Chesterfield au coin du feu. Dans ce monde miniature, les luttes d'influence, les jeux de parti et les tensions sociales sont omniprésents. Le foyer n'est pas qu'un décor, c'est un système politique riche, vivant et parfois en crise. Dans le foyer, il n'existe pas de noblesse officielle. La valeur d'un individu se mesure à son travail, sa richesse ou son rang militaire. Pourtant, certains noms de famille ont acquis un prestige immense au fil des générations. Des dynasties comme les Wilkins, les Lone Cole ou les Morgan dominent des secteurs entiers de l'économie, de l'armement à l'agriculture. D'autres, comme les Hartpole ou les Paperback, possèdent d'immenses territoires et certaines, comme les Stonewall ou les Pennyworth, sont devenues des légendes de l'armée. Ces noms inspirent respect, admiration ou crainte, un peu comme une noblesse non dite. Mais au sommet, une figure dépasse toutes les autres. Edward Ashworth, le mystérieux chevalier sinistre, dernier héritier d'une lignée historiquement liée au gouverneur du foyer. L'armée du foyer est la force militaire la plus organisée et redoutée de la maison. Formée principalement par les Bogarts du foyer, elle a remporté les plus grandes batailles contre les Sprites, les troupes d'Oberon et même les hordes du lointain par-delà, les Sluag. Aujourd'hui, elle regroupe soldats, policiers et éclaireurs présents partout, des avant-postes aux ambassades.
En uniforme bleu et chapeau en forme de boîte, les soldats sont divisés en infanterie, qui sont en première ligne, armés de demi-ciseaux et baïonnettes, la cavalerie, artillerie et éclaireurs, mieux formés et mieux protégés, et enfin les porte-drapeaux et musiciens, garants du rythme et du moral du combat. Chaque compagnie porte le nom d'une ville et une lettre. Exemple, Walford, K, surnommé les Noix de Walford. Parmi cette armée, il y a plusieurs grades et commandements. Les officiers montent en grade sur le terrain, les capitaines portent épaulettes dorées et chapeaux à large bord, les régiments sont dirigés par des colonels flamboyants, souvent en première ligne, et au sommet, les généraux, vieux stratèges, dirigent divisions et brigades. De Bravépine à la brigade Earthworth, les noms sont gravés dans l'histoire. Les policiers du foyer, appelés agents, font partie de l'armée du foyer et sont chargés de maintenir l'ordre et la sécurité dans les zones habitées. Ils portent des uniformes bleu clair, armés de matraques et de pistolets. Leur hiérarchie reflète celle de l'armée, mais les policiers sont moins bien payés et bénéficient de moins de privilèges. Les shérifs, souvent des capitaines, portent une étoile d'argent et supervisent les petites villes ou quartiers. Il existe deux types de shérifs, ceux amicaux et impliqués, et ceux plus austères et méfiants, souvent en tension avec les étrangers. Au sommet de la hiérarchie, les shérifs de comté sont responsables de la gestion d'une région entière avec une étoile en or massif et des responsabilités plus administratives. Le prestige des policiers est souvent ignoré en raison de leur bas salaire, mais ils assurent la sécurité des villes avec détermination, parfois avec un excès de zèle. Le service militaire dans le foyer est une tradition depuis la guerre de la maison où tous les jeunes bogarts en âge de combattre étaient recrutés pour défendre leur territoire. Certains se battaient par choix, d'autres par obligation. Même après la guerre, certains citoyens étaient appelés à servir, souvent contre leur gré, et se retrouvaient envoyés loin de chez eux dans des régions sauvages ou lointaines. Les jeunes recrues et vétérans, sans choix, recevaient des lettres d'appel aux armes, les forçant à quitter leurs proches et à risquer leur vie. Si certains désertent, d'autres deviennent des mercenaires ou changent leur nom pour fuir. Beaucoup de vétérans, marqués par les horreurs de la guerre, refusent de retourner à l'armée, même au prix de leur réputation. Ce système montre le lourd fardeau porté par ceux qui servent et les conséquences de cette guerre, laissant des traces profondes sur les individus. L'église de la Garde, fondée après la disparition du maître, est une institution spirituelle vénérée dans le foyer. Son centre, l'abbaye de la Clé, se trouve à proximité des sombres portes de fonte à Cinder Hall, où des pèlerins affluent pour apercevoir le château où repose la clé de la maison du maître. Les dévots de cette église croient en l'importance de maintenir la maison dans un état impeccable en préparation au retour du maître. Ils sont chargés de nettoyer les sols, les tapis, les meubles et de respecter les lieux sacrés. La foi repose sur le contrat ancien qui lie les bogarts au maître avec la promesse de généreuses récompenses pour ceux qui respectent le pacte et de terribles punitions pour ceux qui le trahissent. Le grand gardien, un ancien bogart, est le leader spirituel et bien qu'il soit âgé, il continue de guider la communauté avec ses écrits et ses enseignements. Les gardiens voyagent à travers la maison pour prêcher, servir les chevaliers de cendre ou fonder des petites églises. Leur rassemblement hebdomadaire inclut la lecture du grand contrat et la distribution de cookies trempés dans du lait, un rituel en hommage aux récompenses du maître. Bien que l'église perde en influence, elle reste respectée, notamment pour les efforts des gardiens qui, malgré leurs croyances, œuvrent pour le bien-être de la communauté en nettoyant les rues et en prenant soin des plus vulnérables. Décalogue de l'église de la Garde. 1. Le maître est grand et reviendra à la maison. 2. Honore le grand contrat. 3. Garde la maison en sécurité et telle que le maître l'a laissée. 4. Tu ne construiras pas en vue de tous. 5. Tu ne prendras pas ce qui appartient au maître. 6. Chasse la poussière et la rouille. Garde propre ce qui était propre. Garde poli ce qui était poli. 7. Tiens ta parole. 8. Sois bon, honnête et pacifique comme le maître l'était. 9. Souviens-toi du maître. 10. Garde la flamme allumée. Les chevaliers des cendres sont un ordre de moines guerriers respectés, redoutés et vénérés par tous dans la maison. Originaire des bogarts exilés, cet ordre a été fondé en l'an 74 après le départ du maître, qui est l'ancien calendrier référentiel, par le grand maître Ashworth, après un sacrifice pour raviver la flamme mourante de la maison. Les chevaliers des cendres ne sont ni sous les ordres de l'église de la Garde, ni de l'armée de la maison, bien qu'ils soient liés à ces deux institutions.
Ils possèdent une influence et un pouvoir supérieurs à ceux de tout autre Littling en position de pouvoir. Leur rôle est de défendre la maison, protéger le peuple Boggart et maintenir le feu sacré allumé. Ces chevaliers portent des armes symboliques, telles que de grands ciseaux, des clés et des masses recouvertes de cendres vivantes. Leur armure unique, les robes de cendre, ne peut être portée que par ceux ayant signé le contrat des cendres et protège son porteur des dangers. L'ordre des cendres est composé non seulement de chevaliers, mais aussi de serviteurs des cendres, des Littlings dignes qui, après des années de sacrifice et d'isolement, partent en pèlerinage pour diffuser la chaleur du feu aux âmes perdues. Sous la direction du légendaire grand maître Ashworth, les chevaliers des cendres défendent la maison sans jamais se détourner de leur mission, maintenant la flamme vivante dans un monde de ténèbres. Les célébrations Boggart sont des événements hauts en couleur remplis de festins somptueux et de moments conviviaux. Plutôt que des bals sophistiqués comme à Highlight, les fêtes Boggart sont des rassemblements chaleureux autour de tables pleines de nourriture, de musique et de bonne compagnie. Les anniversaires dans la culture Boggart sont un grand événement, avec des files d'attente devant les portes pour offrir des cadeaux et partager un repas. Le rituel clé ? Souffler la bougie, une tradition chargée de sens. Si cela commence par un symbole de l'espoir du retour du maître, aujourd'hui, chaque Boggart soufflera sa bougie pour exprimer un vœu pour l'année à venir, bien que l'origine de cette coutume se soit perdue avec le temps. Les mariages sont des rites de passage, symbolisant l'entrée dans l'âge adulte. Chaque cérémonie est marquée par une fête vibrante, pleine de danse et une fois de plus, de festins. Une tradition particulière est le mariage Kiskette. Un homme trop timide pour demander la main d'une femme reçoit parfois une grosse clé, comme symbole pour l'aider à franchir le pas de l'engagement. Les funérailles des Boggart suivent un processus solennel où le défunt est confié aux moines de l'église de la Garde. Leur âme est accompagnée dans la flamme de la maison pour brûler éternellement dans les cendres du foyer. Certaines communautés choisissent toutefois de brûler ou enterrer les cendres des défunts pour nourrir la terre et rendre hommage aux animaux et plantes de la maison. Ces traditions témoignent de l'importance du foyer de la communauté Boggart, où chaque cérémonie, qu'elle soit joyeuse ou triste, est un moment de connexion profonde et de souvenir. Les Littlings du foyer se divisent en deux catégories. Ceux qui se salissent en travaillant et ceux qui ne le font pas. Ceux qui vivent dans le dur portent des vêtements usés, passés de main en main et souvent réparés. La vie dans le foyer est difficile. Entre la poussière de la ville de Walford, le froid mordant ou l'humidité, on doit souvent sacrifier le style pour la fonctionnalité. Mais chaque Littling ne vit pas de la même façon. Il y a aussi ceux qui mènent une vie plus luxueuse, comme les marchands, les officiers et les riches héritiers. Ils se reconnaissent facilement, sortant de carrosses somptueux, ils n'hésitent pas à se faire dorloter, s'assurant que leurs habits impeccables et raffinés soient toujours parfaits. Leurs tenues sont complètes, avec manteaux en fourrure de souris, chemises impeccables et cravates soignées, sans oublier leurs montres de poche et cannes élégantes. Les dames Boggart préfèrent des robes complexes et des chapeaux gigantesques, souvent inspirés des modes extérieures, tandis que les domestiques et serviteurs, eux, se battent pour garder leurs vêtements en état, aspirant un jour à pouvoir porter eux aussi de belles tenues. Mais au-delà des apparences, une vérité demeure. Les vêtements ne font pas le Littling. Que ce soit un manteau usé ou un ensemble de luxe, chacun porte ses habits en fonction de sa vie et de ses moyens, et l'on ne doit jamais juger la valeur d'un Boggart sur ce qu'il porte. L'école d'escrime de Walford est un modèle de simplicité, loin des grandes écoles fastueuses. Ce modeste bâtiment carré près de la tour des ciseaux forme de jeunes Littlings dans l'art du duel avec le demi-ciseau, une pratique noble mais souvent vue comme un simple passe-temps pour les Gentlings. Les élèves viennent principalement pour enrichir leur éducation ou se préparer à une carrière militaire dans l'armée ou la cavalerie. Cependant, pour certains, l'escrime devient une véritable passion, les menant à participer à des compétitions internationales comme celles de Ferriève ou de Vilessia. Ces athlètes suivent un entraînement intensif, espérant atteindre la gloire. Mais la carrière d'un duelliste n'est pas toujours rose. Beaucoup se retrouvent à travailler comme garde du corps, collecteurs de dettes ou même à se tourner vers la criminalité, faute de meilleures opportunités. Ainsi, bien que l'escrime soit un art prestigieux du foyer, il peut aussi mener à des destins moins glorieux. Dans le foyer, l'escrime est plus qu'un simple sport. C'est une question de fierté et parfois une quête de survie dans un monde où l'honneur se joue souvent sur le terrain du duel. Les chasseurs Boggart sont des figures emblématiques, incarnant l'équilibre entre la civilisation et la nature sauvage.
Qu'ils soient solitaires ou camarades d'armes, leur rôle est essentiel dans tout le royaume. Leur présence se fait sentir dans chaque taverne où ils sont prêts à accepter des missions pour guider ou protéger les voyageurs, éliminer des bêtes nuisibles ou participer à des chasses. Les chasseurs peuvent être membres de différentes tanières ou dennes, qui sont des groupes honorables qu'il faut mériter pour rejoindre. Faire partie d'une tanière offre des privilèges comme des permis de chasse et l'accès à des missions tout en impliquant une rivalité constante avec d'autres groupes de chasseurs. Ces tanières ont souvent des symboles distinctifs et sont un élément fondamental de la culture des chasseurs. Les trophées de chasse sont au cœur de leur existence. Chaque chasseur rêve de prouver ses compétences par des trophées qu'il exhibe fièrement dans les tavernes locales. Ces trophées peuvent aller de peaux empaillées d'animaux dangereux à des objets fabriqués à partir des proies et sont un moyen de gagner un prestige. En somme, les chasseurs du foyer sont des héros de l'ombre, prêts à défendre leur territoire et à rivaliser pour l'honneur de leur tanière tout en portant fièrement les traces de leurs exploits. Dans les prairies de Walford, si vous croisez un chasseur avec un air suffisant, marchant comme s'il flottait, il y a de grandes chances qu'il porte fièrement l'emblème de la tanière Dead Mouse, un crâne de souris brodé sur son épaule. Ces chasseurs, arrogants mais brillants, font partie de la plus fameuse et la plus infâme tanière du foyer. Les Dead Mouse sont des chasseurs hors pair, soutenus par leurs frères et sœurs d'armes, mais ne comptez pas sur eux pour faire preuve de modestie. Leur chef, Pénélope, dit Peppermint Mulligan, une Boggart au tempérament explosif, est la personnification de cette arrogance. Imbattable, têtue et d'un caractère aussi acerbe que mémorable, elle est la source de nombreux tracas, mais aussi d'aventures inoubliables. Si vous croisez un Dead Mouse, soyez prêts à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais une chose est sûre, leur audace et leur talent sont indéniables. Un défi lancé par un Dead Mouse n'est jamais sans conséquence, mais il est impossible de ne pas apprécier la rareté de ces litlings audacieux. Le général Colton Pennyworth, héros du foyer, a marqué l'histoire par sa passion et sa conviction inébranlables. Son nom demeure gravé et la brigade Pennyworth, fière héritière de son légendaire emblème, perpétue sa mémoire. Cependant, son fils, Connor Pennyworth, a choqué tout le monde en abandonnant l'héritage militaire de son père pour se consacrer à la chasse. Il fonda alors la Tanière des Flammes Bleues. Ce groupe de chasseurs est unique. Véritables mercenaires au code moral strict, ils n'hésitent pas à secourir les litlings perdus dans les territoires sauvages. Leur emblème, une flamme bleue, symbolise leur engagement envers le foyer et leur sens de l'honneur. Une flamme bleue, souvent vêtue de cuir et portant un tricorne, apparaît dans les auberges pour mettre en sécurité ceux qu'ils ont sauvés, sans jamais chercher à se faire remarquer ou exhiber des trophées. Contrairement aux autres tanières, ils ne suivent aucune tradition et détestent la gloire. Ils ne restent jamais plus d'une semaine sous le même toit, sauf peut-être dans leur humble refuge près de Chesterfield. Leur dédain des traditions cache une histoire poignante, celle de deux jumeaux et d'un rêve qui allait bouleverser leur destin. Les Chevaliers du Tapis sont un groupe de mercenaires redoutés. Nés de la rupture de deux jumeaux, Connor et Catherine Pennyworth. Originaires d'une lignée militaire prestigieuse, ils ont quitté l'armée impériale. Animés par un rêve partagé de protéger le foyer, ils se sont séparés après avoir sauvé un ministre, mais leurs chemins se sont radicalement opposés. Connor et ceux qui le suivirent devinrent les Flammes Bleues, un groupe de défenseurs honorables, tandis que Catherine et les siens formèrent les Chevaliers du Tapis, des mercenaires sans attache. Leurs actions sont guidées par un code strict. Moitié des gains dans la caisse commune et une règle simple, mais impitoyable. Tu payes ou tu meurs. Vêtus d'armures disparates et souvent loin de l'idéal chevaleresque, ces litlings vendent leurs services aux plus offrants, mais leur loyauté va à la quête de richesse, non à un quelconque idéal. Leur bastion, un étrange manoir entre les escaliers du livre et l'étagère, est leur refuge, un lieu où déserteurs et exilés se retrouvent pour construire un avenir sans aucune loyauté envers les anciennes nations. Les Chevaliers du Tapis n'hésitent jamais à se rappeler leurs règles, et si un marchand, un pauvre ou un citoyen a été dépouillé de tout, ils interviennent sans hésitation, prêts à récupérer ce qui leur revient sans scrupule. Dans les vastes plaines du Tapis, où les chasseurs s'aventurent sans crainte, les dresseurs sont indispensables. Ces litlings, loin d'être de simples serviteurs, sont des maîtres dans l'art de gérer les souris de chasse et les montures, souvent les véritables héros de chaque expédition. Sans eux, il n'y aurait pas de grande chasse, pas de succès. Ces dresseurs sont respectés dans tous les repères et leurs compétences sont mises en lumière lors des rodéos où ils affrontent des souris et rats récalcitrants.
Chaque année, lors des fêtes d'Imbolc, le plus grand rodéo a lieu sur le tapis, un événement qui commémore la disparition du maître, gardien du foyer, et qui symbolise la promesse de son retour. Les dresseurs et chasseurs ne sont pas seulement des guerriers ou des serviteurs, mais des figures centrales dans l'équilibre de leur peuple, respectés et admirés pour leur savoir-faire et leur dévouement. L'Union est née de la rébellion de jeunes étudiants de Chesterfield au coin du feu, animés par l'espoir de voir le foyer devenir une république libre sans l'emprise d'un État militaire. Inspirés par les idéaux des dominions libres, ils ont levé un drapeau rouge pour symboliser la véritable flamme du foyer se dressant contre l'autorité et les militaires. Au début, leur manifestation était pacifique, mais les tensions sont rapidement montées et l'armée a répondu par la répression. Des héros pour certains, des terroristes pour d'autres, ces jeunes idéalistes ont voulu briser les chaînes d'un foyer encore sous contrôle, rêvant d'un monde plus juste, égalitaire, libre de toute oppression. Aujourd'hui, l'Union incarne cette lutte pour la liberté et le changement. Son héritage divise encore, mais l'idéal d'un foyer libre et républicain demeure vivant. Il y a des noms qui traversent les âges et marquent l'histoire, et celui de Duncan Rox est l'un d'eux. Ancien sergent-major dans l'armée impériale, Rox a déserté la guerre et a mené une bande de hors-la-loi, formant la fameuse Brigade Rox, une troupe de Litlings redoutée qui a semé le chaos bien après la fin des conflits. Après la guerre, Rox et ses compagnons se sont cachés dans les recoins abandonnés du salon, volant et revendant tout ce qu'ils pouvaient. Parmi eux, un sluag menaçant, surnommé Osprig, et une salamandre brillant mais mystérieusement brisée, le professeur. Ensemble, ils formaient un groupe que les journaux dépeignaient comme le rebord de la maison, une bande de criminels menée par un leader à l'apparence aussi dure que sa vision du monde. Rox, cependant, n'était pas fou, loin de là. C'était un idéaliste, hanté par la guerre qui rêvait d'une liberté pure, loin des chaînes de la civilisation. Lorsqu'il découvrit la majesté du salon abandonné, il se jura de tout faire pour offrir à son peuple une terre libre, vierge de l'oppression du monde civilisé. Mais la paix fragile apporta avec elle la politique, le commerce et la corruption, engloutissant peu à peu son rêve. Duncan est à la fois un héros et un traître, selon les yeux de ceux qui le regardent. Ce qui reste incontestable, c'est qu'il a marqué les esprits, qu'il soit vénéré comme un champion de la liberté ou craint comme un criminel. Duncan Rox, une légende vivante qui traverse encore les âges. Ainsi s'achève ce voyage au cœur du peuple Bogart. Un peuple souvent relégué à l'ombre, mais qui porte en lui la mémoire brute et indomptable de la maison. Merci d'avoir suivi cet épisode aux côtés de ces âmes fières et tenaces. Votre curiosité éclaire les recoins oubliés de la maison, là où même la poussière a une histoire à raconter. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à partager cette exploration et à rejoindre les couloirs de notre prochaine chronique, car d'autres peuples attendent dans les recoins de la maison et chacun mérite qu'on écoute sa voix. A bientôt, Litlings, et d'ici là, veillez à ce que votre chandelle reste allumée. On ne sait jamais ce qui rôde dans les fondations.